Bonjour à tous les amis, vous êtes les bienvenus sur la chaîne Sam, agriculteur indépendant, et Sam c'est moi. Et dans cette vidéo, on va s'intéresser au monde agricole, le monde agricole, un monde à part, et c'est le deuxième volet. Alors on va parler notamment d'une notion très importante en agriculture, mais pour tout dire, dans le monde économique en entier, la notion de production. Et on va voir si c'est bien compatible avec la nature finalement, car produire comme dans une usine, est-ce que c'est adapté à l'agriculture? Est-ce que c'est adapté à toutes les agricultures? C'est pas sûr et c'est sans doute ça qui nous fait du mal depuis tant d'années. Et on parlera dans un second temps de cette notion qui pour moi est capitale si on veut que les choses évoluent. C'est cette notion de lucidité. Est-ce que le monde agricole est bien lucide sur sa réalité, sur sa relation avec la nature, sur son avenir? Et est-ce qu'on est suffisamment intelligent? Intelligence, capacité à résoudre des problèmes pratiques. Est-ce qu'on est suffisamment aujourd'hui assez intelligent pour envisager l'avenir autrement, pour mieux vivre, être épanoui, mais aussi préserver notre principal outil qui est la nature? Alors si ça vous intéresse, on est parti pour cette petite réflexion. Ah, produire! Le fameux slogan de l'après-guerre où après avoir connu tant de famines, notre pays voulait accéder à son autosuffisance qui est tout à fait légitime. Cette autosuffisance qui se transformera plus tard en vocation exportatrice. Et oui, cette fameuse vocation exportatrice qui exprimait déjà, pour moi, un emballement de la machine. Plus de volume pour plus de profit. Pour qui? Plus de volume pour moins de prix. Et tout le monde le sait, tout le monde le savait déjà à l'époque, et tout le monde le sait encore aujourd'hui. À l'après-guerre, de cultivateurs, d'agriculteurs du secteur secondaire, nous sommes passés au secteur primaire, comme l'industrie ou les mines, pour devenir des exploitants agricoles. Un mot que je déteste et qui ne me correspond pas, et qui, je le sais, ne correspond pas à beaucoup de fermiers, d'agriculteurs, de cultivateurs, d'éleveurs. Bref, exploite qui veut. Mais ça, c'est pas pour une majorité, je pense, d'agriculteurs. Un syndicat a même vu le jour en regroupant différentes organisations et s'est appelé la Fédération nationale des syndicats des exploitants agricoles. Tout un programme. La production, la quantité ont été définis comme les objectifs principaux de l'agriculture, érigés en valeur de performance et de compétence même de l'agriculteur. Aujourd'hui, lorsque les agriculteurs discutent entre eux, ils parlent de niveau de production. Ils ne parlent pas de rentabilité, ils ne parlent pas de respect de l'environnement, de façon d'obtenir une fonction économique de leur entreprise. Mes grands-parents, qui avaient du lait, on leur a expliqué qu'une vache qui mange tant doit produire tant. On avait les doctrines en grande culture qui étaient semer fort, mettre beaucoup d'engrais et réguler. Ça, c'était dans les années 80, c'était le plein boom. Jusque dans les années 80, le fait de produire conduisait presque toujours au succès économique. Même si à l'intérieur même du monde agricole, il y avait des agriculteurs déjà intensifs, quand d'autres amélioraient petit à petit leur façon de faire, mais sans chercher excessivement le meilleur des résultats en production. Et souvent, économiquement, ils étaient très performants. Dans le monde actuel aujourd'hui, même l'agriculteur qui voudrait ne pas être intensif, a-t-il vraiment le choix? Et c'est là sans doute que la notion de produire l'a remporté sur toute autre considération. Il y a eu une forte évolution de la qualité de vie, il faut le reconnaître, dans ces années-là. Je parle des années 60 jusqu'aux années 90. Cette évolution de qualité de vie a permis aux agriculteurs de rejoindre le niveau des autres. C'est ça en réalité qui s'est passé. L'exode rural a laissé de la place pour l'évolution des petites structures. À l'époque, on ne se battait pas pour reprendre des fermes. Il faut être clair, ça a commencé à être plus difficile dans les années 80. À partir des années 85-90, un essoufflement apparaît. L'arrivée d'une politique plus libérale, avec suppression de certains garde-fous, une organisation mondiale du commerce, la fameuse OMC, et la mondialisation comme unique alternative à toute autre réflexion ou à toute autre idée. La production choisie devient une production imposée. On est passé d'une volonté de produire pour fonctionner, pour vivre, pour améliorer son quotidien, à quasiment une production imposée. Si tu ne produis pas, tu meurs.
Cette production obligatoire est subie au final quelques décennies plus tard, puisque dans les années 2000, ça a commencé à être la dégringolade, suite d'ailleurs à la PAC de 1992, la politique agricole commune. Comme un industriel, l'exploitant agricole produit les quantités maximales, peu importe au final les moyens mis en œuvre, car ces moyens n'ont fait que d'augmenter, c'est le résultat brut de la production qui compte. Et ça, on l'a inculqué dès le plus jeune âge aux futurs agriculteurs. Dans les années 90, de nouveaux critères sont mis en place, notamment des critères dits qualitatifs. Comme tout le monde vit sur les volumes, petit à petit, on ajoute et on modifie des nouveaux critères de qualité. Et la réalité, c'est que par exemple, les PS sont passés de 75 à 76. L'humidité est passée de 16 à 15. Les protéines apparaissent avec des gains au départ pour finalement aujourd'hui ne plus avoir de gains, mais plutôt que des soustractions sur ces critères dits de qualité. Alors, c'est une qualité toute relative, on peut en parler. D'ailleurs, peut-on produire des grandes quantités tout en ayant de la qualité? La nature nous a toujours montré que c'était impossible. Et aujourd'hui, mettre en avant les aspects qualitatifs de nos produits n'est pas la réalité complète, car devant des grandes quantités produites, on sait que les qualités intrinsèques et des aliments, des facultés de conservation, du goût, etc. disparaissent. C'est une réalité. La politique agricole commune fait son apparition en 1992 avec l'arrivée d'aides compensatoires. Basées sur quels critères? Je vous le donne en mille. Sur le critère de la production. Ces aides à l'hectare ont été basées sur la production par hectare de chaque région. Bilan, les régions qui ont évolué de manière très importante sur les quantités de production par hectare sont aussi celles qui vont obtenir le plus d'aides compensatoires à l'hectare. Dès le départ déjà, il y avait possibilité de s'inquiéter pour l'avenir. Certains agriculteurs, certaines organisations professionnelles se sont inquiétés à l'époque, quand d'autres ont continué de pousser vers ce modèle en disant qu'il était l'avenir, exporter, produire plus pour gagner plus, etc., etc. La concurrence, la mondialisation, etc., etc. Les premières années de la politique agricole commune, en 92-93, par habitude, les prix de vente, je dis bien par habitude, les prix de vente se maintiennent quelques années, malgré les fameuses aides compensatoires. Et là, tout le monde se dit, mais c'est magnifique, c'est un super système. À l'aube des années 2000, la fluctuation des prix s'accentue. La production seule ne suffit plus à garantir un bon revenu, un vrai revenu, et pas un revenu négatif, car ce mot-là commence à apparaître dans les années 2010. Une bonne année, on a des prix bas. Une mauvaise année, on a des prix moyens, et dans certains cas, et l'exemple de 2024 est présent, des prix bas. Et avec ça, il faut arriver à faire un revenu. Les incertitudes de production arrivent de plus en plus dans les années 2010-2020, avec plusieurs raisons à cela. En premier, les évolutions réglementaires au niveau de la gestion de l'azote, par exemple, et des apports organiques, mais aussi la suppression de nombreuses solutions techniques phytosanitaires. C'est-à-dire qu'on érige la production comme le seul moyen de dégager un résultat sur les entreprises agricoles, et pourtant, on handicape régulièrement les facultés qu'ont les agriculteurs, les éleveurs, les arboriculteurs, les viticulteurs, à produire de la quantité. Les évolutions climatiques, il faut être clair, depuis 10 ans, ces éléments se sont intensifiés et leur incidence est très très forte sur les niveaux de production. On n'évolue plus en niveau de production, on diminue chaque année, c'est une réalité. C'est un mensonge de faire croire que la moyenne globale française augmente. C'est sûr qu'en ayant des régions qui ne produisent plus, qui tout simplement ne font plus d'agriculture, et pour ça il suffit de traverser la France, et notamment l'axe central, l'A75 par exemple, et vous allez vous rendre compte de chaque côté de la route à quel point il y a une différence à 150 km au sud d'ici, c'est-à-dire à 150 km au sud de la Loire, comment déjà les paysages changent et comment il y a des zones entièrement abandonnées pour ne plus produire au niveau agricole et où l'élevage se maintient de plus en plus difficilement à coup de mise en place d'énergie, de méthanisation, de panneaux solaires, etc. On voit les premiers champs solaires français arriver dans toutes ces régions jusqu'au bord de la mer. La France a perdu de nombreuses places au niveau mondial et d'autosuffisance agricole, qui était la volonté première dans les années 50, nous sommes devenus importateurs nets de produits agricoles. Quel bilan fantastique, c'est magnifique, tout le monde peut être fier, notamment nos organisations professionnelles qui ont défendu ce modèle, en tout cas une partie de ces organisations.
L'Europe mondialiste ouvre les vannes partout aujourd'hui, où elle le peut sur les produits agricoles venus d'ailleurs. Un exemple, cette année, une production moindre globale en Europe, particulièrement on va considérer notre pays en premier, et on n'est pas fichu d'avoir des prix qui devraient compenser du fait d'un moins bon niveau de production, la rareté du produit. Eh bien non, on a ouvert les vannes depuis janvier à beaucoup de produits, notamment venant d'Ukraine, et comme je l'avais dit déjà dans plusieurs vidéos, eh bien les stocks sont plus ou moins pleins, et de plus vient s'ajouter le fait que nous n'ayons pas une très bonne qualité commerciale. Alors en réalité, l'agriculture est considérée toujours ou presque comme une monnaie d'échange. Sans réglementation efficace, sans protection, la production a-t-elle encore un réel intérêt pour les agriculteurs qui ne sont pas des exploitants? C'est-à-dire qu'il y a déjà une scission dans le monde agricole entre des éleveurs qui ont la volonté de toujours s'adapter, comme on dit, toujours subir en réalité, si on y regarde de plus près, donc à développer un niveau de production, une usine à lait, une usine à viande, etc., etc. La même chose en grande culture, on va essayer justement d'augmenter les surfaces pour avoir un niveau, un ratio de division, on en a déjà parlé, qui permettent de s'en sortir, toujours la même chose. Et puis il y a tous ces agriculteurs qui veulent maintenir leur patrimoine, continuer d'être conscients de la nature, se rendre bien compte, une année comme 2024 le montre, que la fragilité de nos sols nous conduit de toute façon dans une diminution des productions si on n'y fait pas attention, si on ne commence pas à modifier nos pratiques, et peut-être à accepter de diminuer les niveaux de production si on veut continuer. L'enjeu est là, continuer d'être capable de nous nourrir. C'est ça l'enjeu. Alors certains vous diront, mais on en fera venir d'ailleurs. Et c'est peut-être là qu'il y a un vrai sujet de société. Et c'est un peu l'objet de cette vidéo. Alors sans réglementation efficace, sans protection, la production a-t-elle de l'avenir? C'était ma question. Mais à qui profitent vraiment les niveaux de production? À qui profitent les volumes? C'est pas compliqué à s'en rendre compte. À tous ceux qui achètent le grain, c'est par le volume qu'ils sont les plus forts. Même s'ils ne gagnent pas grand-chose par volume, les transitions importantes et nombreuses font des rentabilités qui sont démontrées tous les jours dans les organismes qui entourent les producteurs. C'est une réalité. Aujourd'hui, quelqu'un qui achète du grain, qu'il vienne de Tataouine ou de France, il s'en fiche un peu. Il a toujours, lui, la même marge à l'intérieur de ce prix qu'il obtient. L'agriculture est donc basée sur ce modèle, plus je produis, plus je baisse mon prix. Rien que ça montre qu'on a un souci de lucidité, dont on va parler juste après, car finalement, si on veut du prix, eh bien, il faut moins produire. C'est basique, c'est simple. Sauf que le système est ainsi fait, où tout est basé dans les investissements des agriculteurs, dans les achats d'intrants, vers le niveau de production idéal. Même nos instituts dits techniques parlent d'enveloppe d'investissement fongicide, par exemple, en fonction du prix du blé. Est-ce que ça, c'est de la technique? Bien entendu que non. On leur demande pas ça, nos instituts techniques. Faites pas de la petite comptabilité à la petite semaine, on vous demande pas ça, on est assez grand pour le faire. Faites de la technique, apportez-nous des réponses techniques, mais ne nous dites pas ce que l'on doit investir en fonction des prix de vente. On n'a pas besoin de vous, on est assez grand pour le faire. C'est triste d'observer ça. Donc conclusion, pour moi, la production, et ça fait déjà longtemps, ne peut plus être le seul objectif de l'agriculture. C'est un leurre, c'est quelque chose qui va tous nous entraîner à une réorganisation, à une disparition totale de la majorité des cultivateurs, des agriculteurs. Il ne restera plus que des exploitants agricoles. Surtout, s'il n'y a que le résultat qui compte, sans parler du comment. Et c'est un sujet que j'ai déjà abordé plusieurs fois avec vous. Alors évidemment, on va parler de diversification avec le stockage du carbone, la vente directe, tout le monde en parle, l'énergie, l'agriculture biologique. Il nous faut revoir ce mode de pensée en réalité, qui est distillé un peu plus chaque jour, dans la presse agricole par exemple, avec plus de 50 magazines qui appartiennent au groupe Réussir, et au final à la FNSEA, et qui nous bercent toujours dans la même idée, du toujours plus, se diversifier, ne pas gagner sa vie avec la production agricole de base, et créer des nouveaux ateliers avec toujours plus de main-d'œuvre. Évidemment, on utilise de la main-d'œuvre gratuite dans beaucoup de cas, pour travailler toujours plus, pour gagner au mieux la même chose qu'auparavant, avec une production naturelle et simple qui était faite sur la ferme avec des circuits plus courts qu'aujourd'hui. Nourrir le monde, ce slogan pour se donner bonne conscience, est une vaste fumisterie depuis toujours, dont nous devrions prendre conscience. Plus il y a de production, plus les prix sont bas, plus on tue l'ensemble des productions des pays qui sont importateurs. C'est une réalité. Certains pays ne mangeaient pas de blé, de farine de blé. En Afrique notamment, ils mangeaient des farines de mil, ils mangeaient du riz. Aujourd'hui,
Ils achètent du blé pas cher, c'est plus facile pour eux et ça a tué les productions locales. C'est une réalité et pour ça, il faut sortir de chez soi au lieu de se donner bonne conscience en disant on nourrit justement des peuples qui ne sont pas capables de produire. Regardez notre pays, qui est un grand pays, qui était un grand pays agricole, qui l'est toujours, mais qui au final maintenant est importateur net. Pourquoi ? Parce que c'est moins cher ailleurs. C'est ça la réalité, il faut arrêter de se mentir. On peut pas avoir des règles franco-françaises et espérer que le prix mondial actuel puisse rémunérer nos agriculteurs. Et tout le monde le sait que ce prix actuel de nos céréales, de nos oléagineux, etc., ne peuvent pas rémunérer les agriculteurs et personne ne fait rien. Il y a 7 mois environ, on a fait 8 vidéos sur les manifestations agricoles où on explique le cœur des problèmes. On se rend compte 8 mois après, et c'est pas pour fanfaronner, ça m'attriste au contraire, que tous les diagnostics qu'on a pu vous donner, et pour certains d'entre vous m'en parlent, il y a même plus d'1 an, on a fait des vidéos de fond sur ces sujets-là, justement. Et aujourd'hui, on commence seulement à en parler dans certains médias, etc. Mais c'est triste, ça montre un problème vis-à-vis de la lucidité. Des pays exportateurs sont nombreux dans le monde. Ont-ils une agriculture riche et solide ? Rendez-vous dans ces pays-là, rendez-vous au Brésil, rendez-vous dans les pays de l'Est. Allez voir si vraiment les agriculteurs sont vraiment récompensés d'être les greniers du monde. Allez voir ça. Les agriculteurs de ces pays sont-ils plus heureux, plus sereins ? Ont-ils une meilleure qualité de vie ? Envisagent-ils l'avenir de meilleure façon ? Leurs modèles de production sont-ils plus respectueux de l'environnement ? Est-ce qu'aujourd'hui, il y a une amélioration par rapport aux années 50 de notre qualité, de notre relation vis-à-vis de la nature ? Est-ce qu'on est en train de préserver les choses ou au contraire en train de tirer nos dernières cartouches ? Est-ce que la lucidité ne montre pas que c'est le cas ? On est en train de tirer nos dernières cartouches. Et c'est pas de l'alarmisme que de dire ça, c'est une réalité. Bref, avant de répondre à ces questions sur la production au fur et à mesure des vidéos, je pense qu'il faut s'informer et ouvrir les yeux avec du recul, changer vos sources d'information, arrêter d'être bercé par les mêmes illusions, par les mêmes discours, par les mêmes personnes. Et la lucidité, c'est le courage de voir les choses. Et justement, on va en parler un petit peu. Alors finalement, la lucidité. Comment être lucide dans un monde agricole où les idées dominantes étouffent toute velléité de penser autrement? Combien de fois m'a-t-on dit « tu ne peux pas dire ça, tu te rends compte, et ceci et cela, nous on est en capacité de, nous on travaille à changer ces choses-là ». Qu'est-ce qui change aujourd'hui? Tous ceux qui sont aujourd'hui aux manettes doivent reconnaître leur incompétence ou leur incapacité à avoir fait évoluer les choses dans le bon sens. Si on n'accepte pas déjà de reconnaître ça, et c'est qu'il y a que celui qui fait rien, qui a pas de problème. Donc tous ceux qui ont tenté de suivre une voie, ils doivent reconnaître qu'ils se sont trompés. J'ai eu l'occasion une fois à une conférence à Paris d'interroger monsieur Luc Guyot, et il a reconnu devant toute la salle, au regard des questions que je lui posais, qu'il s'était trompé. 20 ans plus tard, il est venu me parler en aparté, qu'il avait été touché par mes propos, etc. Donc c'est important de reconnaître ça pour pouvoir envisager de modifier la façon de penser et de faire. Comment rester ensuite lucide lorsque cela demande tant d'efforts pour le rester dans ce monde agricole à part? C'est difficile aujourd'hui d'être lucide. On n'a que des raisons pour être négatif aujourd'hui, en ce moment, dans la période que nous vivons. Donc certains ne veulent plus rester lucides. Ils se disent « Ah oui, mais ça nous sape le moral, blabla. » C'est tellement plus facile. Mais non, au fond, c'est plus difficile car pendant ce temps-là, concrètement, dans vos fermes, les choses s'aggravent. La presse agricole, les coopératives, les chambres d'agriculture, les organisations professionnelles sont dominées par un seul syndicat agricole qui ne représente pas l'ensemble des agriculteurs. La moitié des agriculteurs déjà ne sont pas syndiqués. Plus des 3/4 ne votent pas. Aujourd'hui, on a des élections de chambres d'agriculture qui arrivent au mois de janvier. Elles vont se faire avec 10 à 15% des agriculteurs. Et c'est tout l'enjeu du fonctionnement agricole que l'on va jouer lors de ces élections agricoles. C'est vraiment une vraie problématique. Il y a trop de monde autour de nous pour des décisions qui devraient être davantage sollicitées auprès des agriculteurs. Loin de représenter l'ensemble des agriculteurs, toutes ces organisations sont infusées à l'intérieur de tous les fonctionnements agricoles. C'est aussi la FNSEA qui co-gère la politique nationale au niveau agricole, étant dominante dans tous les secteurs. C'est même elle qui nomme les ministres. En ce moment, on voit bien ce qui est en train de s'organiser. C'est quand même incroyable. Il y a 2 organisations qui ont représenté plus de 50% des sièges à eux deux. Et en fait, ceux qui vont aujourd'hui être aux manettes sont des gens qui représentent une 40aine de députés. C'est incroyable. C'est un monde complètement à part. Par manque d'idées et de courage, et je le maintiens, et je pourrais le défendre à qui voudra mettre des commentaires en ce sens, c'est le principe du toujours plus qui l'emporte. Plus de contraintes pour s'adapter. Plus de moyens pour faire face aux défis de demain. Cette phrase-là, elle me sort par les yeux. Peut-être parce que je suis déjà un vieux con, mais je pense que c'est peut-être justement à nos âges qu'on devient lucide,
qu'on devient éclairé, qu'on arrête de penser que nous-mêmes, on va pouvoir changer les choses. Plus de diversification pour consolider les exploitations. Vous savez, consolider les exploitations. Toujours plus d'investissement pour consolider les exploitations. Si tu investis plus, c'est pas sûr que tu te consolides. Plus de réglementation pour favoriser l'installation des jeunes. Alors là, quand on va en parler de l'installation des jeunes dans ce dossier, le monde agricole, un monde à part, vous allez voir, ça va sûrement fumer. Plus de transparence pour les consommateurs. Alors ça aussi, la vaste blague de la transparence. Est-ce que vous pensez aujourd'hui qu'il y a plus de transparence dans les fonctionnements et les échanges agricoles que par le passé? J'espère qu'on plaisante. Même nos organismes stockeurs, même les laiteries, etc. n'ont aucune transparence vis-à-vis de leurs propres adhérents. C'est une réalité. Pas de temps de travail, pas de salaire, pas de main-d'œuvre, tout ça on n'en parle pas. Ça c'est pas grave. Comment expliquer les bénéfices de l'agroalimentaire? C'est ça la lucidité. Interroger, poser des questions. Comment expliquer les pertes de compétitivité française? Est-ce qu'il n'y a pas un problème franco-français? Est-ce qu'on n'est pas justement loin d'être un modèle pour le reste du monde? Est-ce que tout le monde fonctionne comme nous? Pourquoi les agriculteurs ne sont pas bien représentés? Quels sont les projets pour l'agriculture demain? Quels sont les projets? Avez-vous entendu une ligne directrice pour les 15 ou 20 ans? Ne sommes-nous pas dans des cycles longs en agriculture? Alors en conclusion de cette vidéo, j'aimerais vous dire que la lucidité apporte à tout autre un diagnostic sur l'agriculture française. Si on ne fait pas ce diagnostic, si on n'a pas la lucidité de le faire et l'honnêteté de le faire et le courage de le faire, parce que pour être lucide, il faut être courageux, on va faire des choses, dire des choses qui ne plairont pas à tout le monde, mais à un moment, on fait table rase, on remet les choses à plat, et là, on peut envisager l'avenir. Et des solutions, il y en a plein. Il y en a plein. Est-ce que c'est à moi de les donner? Certainement pas. En tout cas, pas pour l'instant. C'est par rapport à comment vont réagir les agriculteurs et tous ceux qui les entourent, les citoyens, pour dire on veut ce type d'agriculture. Les agriculteurs ou les citoyens ont des objectifs communs. L'agriculture biologique étant le plus gros échec, où c'est des politiques qui se sont engagés à faire croire que, mais c'était laver plus blanc que blanc pour un résultat qui ne correspond pas à la réalité, puisqu'on n'a pas parlé d'économique. Et l'agriculture ne parle pas d'économique. Et être lucide, c'est parler d'économique. Et là, si on était tous lucides, il y aurait énormément d'agriculteurs aujourd'hui qui réfléchiraient s'il faut continuer ou pas. Donc, sous couvert d'apparence moderne, nos raisonnements, honnêtement, sont profondément basiques. Produire. On te parle pas de qualité de vie, de rentabilité, de gains, de consolidation d'un patrimoine, de gestion de la nature. Peu importe comment, en combien de temps et avec quels moyens. Peu importe que tu passes 10 heures à l'hectare, ce qui compte, c'est que tu produises. Et c'est ça le modèle qu'on va transmettre. Il n'y aura plus besoin de compétences, c'est en train de se mettre en place déjà. Le niveau de compétence en 25 ans, il n'a jamais été si mauvais. Il suffit pour ça d'aller regarder un petit peu ce qui se passe sur les réseaux sociaux, les questions qui sont posées avec des gens qui sont engagés dans des systèmes d'usines à gaz administratifs avec les limitations d'IFT, les MAE, etc. Ils s'auto-satisfont. Ils pensent même qu'ils peuvent expliquer aux autres ce qu'ils font, alors qu'en réalité, tout ça, c'est pchit, c'est du paravent. La réalité, c'est que c'est pas ça non plus l'avenir. Alors, comment arriver à continuer dans une telle direction? Alors, en évitant la compréhension des choses, on va expliquer aux gens, non, c'est comme ça qu'il faut faire, mode d'emploi. C'est ceux dont on se bat depuis tant d'années. En prenant les modes d'emploi tous les jours, en donnant sans cesse des nouveaux espoirs, diversification, subventions, crédit d'impôt, plus d'aide. En fait, on fait que prolonger les choses. La situation agricole est bien plus grave qu'hier. Et pourtant, pas de droit, pas de manifestation, pas de colère. Visiblement, sans espoir, je pense, il ne peut pas y avoir de colère. Vous n'êtes pas en colère, les agriculteurs. Vous n'êtes pas en colère puisqu'il n'y a aucune réaction. C'est que vous n'avez plus d'espoir. Vous êtes résignés. Les agriculteurs ont-ils perdu tout espoir? Mais c'est pas possible, les gars. Redressez-vous un peu. Là, en ce moment, chacun subit dans son petit coin cette moisson en se demandant comment ça va se passer. Il contacte son banquier, son comptable. Chacun réfléchit à tout ce qu'il va pouvoir faire comme artifice, mettre un petit peu de ses économies, pourquoi pas. Et puis, les échéances des MSA qui arrivent pour ceux qui ont fait des années correctes les années d'avant. Je dirais pas bonnes parce que ça fait longtemps qu'il n'y en a pas eu. Voilà. Donc, les solutions existent, mais de profonds changements doivent s'effectuer et des changements de règles. La première des choses, c'est un moratoire sur tous les aspects aujourd'hui réglementaires. C'est ça la lucidité et on va en parler dans les prochaines vidéos. Beaucoup de personnes et d'organismes ont beaucoup à y perdre. C'est ça la réalité. Et c'est pas du poujadisme, c'est pas du populisme, c'est une réalité. Tous les jours, on peut le voir. Tous les agriculteurs indépendants qui ont des portails pour empêcher tous ces gens de rentrer dans leurs cours, ils ont pas du tout la même pression que tous les autres qui sont présents à toutes les petites réunions d'information. On leur dit, vous savez, ça risque de ça, il y a ça qui risque de disparaître. Toujours de la pression, du stress,
compliquer les choses toujours pour faire croire qu'on avance. Mais on n'avance pas en compliquant les choses, c'est en les simplifiant qu'il y a les plus belles avancées. Ça a toujours été. Aujourd'hui, l'agriculture est tellement administrée. Depuis quand une administration publique ou européenne, on va considérer que c'est public, apporte des bonnes réponses? Quel exemple aujourd'hui avons-nous de toute décision européenne dans de nombreux domaines économiques à apporter des solutions concrètes et des avancées pour l'économie globale? L'Europe est au bord du gouffre et la France, je vous en parle même pas. Alors la lucidité impose, je vais terminer là-dessus, qu'une remise à plat complète du monde agricole soit faite. Que la production seule ne puisse pas être l'objectif et le seul critère mesuré en agriculture. C'est pas pour ça que vous rajoutez des usines à gaz avec des critères à 2 balles, des contrôles, des traçabilités, tout ça, ça n'apporte zéro. Regardez votre réalité. En quoi ça a amélioré quoi que ce soit pour votre vente, pour votre faculté à commercer, que d'avoir toutes ces usines à gaz que je ne supporte pas, la traçabilité, l'enregistrement, etc. Et je vais être franc avec vous, depuis que je suis installé, je n'ai jamais enregistré une ligne. Et je le dis parce que je suis dans l'état actuel des choses où si j'avais un contrôle pack aujourd'hui, j'en ai eu déjà plusieurs, j'ai enregistré ça la semaine d'avant, j'ai noté des choses, on va dire ça. Combien d'entre vous sont dans ce cas-là? À noter n'importe quoi, vous avez 2 carnets d'enregistrement, etc. La réalité, c'est qu'on est dans un mensonge, une hypocrisie globale. Jusqu'à quand allons-nous continuer comme ça? Pour perdre 40 euros, 20 euros, 100 euros de l'hectare? Moi, aujourd'hui, je me dis que c'est plus ça qui fait que je vais m'en sortir. C'est plus les 200 balles d'aide pack, je suis désolé de le dire. C'est vulgaire même quand je dis ça, parce que je trouve ça, au regard de notre situation économique, c'est presque indécent. Mais c'est une réalité. On peut quand même avoir suffisamment d'autonomie et de lucidité et de décence pour ne plus accepter de sans cesse se courber comme ça. Pour quel bénéfice? On peut être fier aujourd'hui de ce qu'on fait. Vous êtes fiers, vous tous, en tant qu'agriculteurs? On est tous fiers, éleveurs, là, en ce moment, avec la fièvre catarrhale. Tout le monde est fier de ça, de la gestion de l'administration, de tout ce qu'on vous propose comme solution pour gérer 2 virus sur 24. Ça affole personne de voir ça? Bah oui, il y a eu l'été, alors tout le monde a débarqué là, le temps que ça se mette en route, enfin bon, bref. Et vous êtes seuls, les éleveurs sont seuls, comme tous les agriculteurs. Donc aujourd'hui, on doit définir de nouveaux plans d'action pour les 30 années à venir avec un vrai projet agricole. Je suis désolé de le dire. Et il faut nettoyer. Il n'y a pas besoin de centaines de personnes comme on a autour de nous pour gérer ce type de plan. De gens qui ne savent même plus depuis si longtemps qu'ils sont déconnectés la réalité du monde agricole. Et certains représentants agricoles aussi. D'ailleurs, certaines réalités les rattrapent aujourd'hui avec une moisson un peu mauvaise. Mais il y a d'autres agriculteurs, ça fait plusieurs années qu'ils vivent ça. Et c'est marrant, ils ont une autre lucidité, ils ont un autre comportement, ils voient les choses autrement. Et tant que tu n'as pas vécu les difficultés économiques, tu ne sais pas de quoi tu parles. C'est ça la réalité. Et c'est ce qui fait nos différences entre agriculteurs, notre historique. Et ça, on y reviendra bientôt en parlant de l'installation. On est tous différents par rapport à notre historique. Comment on s'est construit? Est-ce que tu es né tout habillé ou est-ce que tu t'es construit de A à Z? Ça crée forcément des raisonnements complètement différents. Aujourd'hui, l'Europe, le projet devra se faire avec ou sans l'Europe, quitte à perdre dans d'autres domaines. Et si on n'est pas prêt à ça, à préserver son agriculture, sa gestion du paysage, la fonction agricole doit évoluer vers une fonction de bien-être, vers une fonction de gestion de la nature. C'est sans doute plus important que de produire 5 quintaux de plus pour rien gagner. C'est ça que je pense, moi, sincèrement. Un peu comme en Suisse, ça se produit. Les agriculteurs sont rémunérés quasiment à la moitié sur d'autres fonctions. Et la valeur de production, elle est discutée avec un agriculteur suisse. Je vous assure que vous seriez surpris de voir à quel point la production, c'est pas quelque chose c'est pas leur premier objectif, contrairement à nous. Ou d'ailleurs, même celui qui voudrait pas, il n'a pas le choix. Donc en fait, notre vraie question pour demain, c'est pas produire plus, c'est comment faire avec moins. C'est gérer enfin la planète, gérer la nature, que nous allons transmettre à nos enfants ou à d'autres personnes qui souhaiteront faire ce métier. Est-ce qu'aujourd'hui, on met tout en œuvre pour transmettre les choses mieux que nous les avons reçues? Déjà, il y a un travail de reconstruction très important. Et en proposant l'ignorance, en proposant justement de ne pas former et informer les agriculteurs en général, et ceux depuis l'école, on crée des agriculteurs qui ne savent pas lire la nature qui les entoure. Ils ne savent pas voir, par exemple, si leur sol est en bonne santé ou pas. Donc pourquoi ne pas continuer comme avant tant que la production est là? C'est pas grave si tout le reste ne va plus. Et c'est ça qu'on est en train de vivre. C'est pas vrai? Donc j'attends votre avis dans les commentaires. Est-ce qu'aujourd'hui vous trouvez qu'on a fait du bon boulot et que finalement on laisse tout fonctionne bien dans notre nature, nos sols vont bien, les animaux sont en pleine forme, ils font une dizaine de veaux chacune, les vaches laitières, on a une qualité de nos fruits et légumes étonnante avec une conservation vraiment extraordinaire, on a un goût à tout ce que l'on fait. Les pommes de terre que vous faites, amis, pour McCain, vous les mangez vous-même, bien entendu, vous n'avez pas un jardin à part pour faire d'autres variétés et des pommes de terre différentes avec plus de goût.
Voilà, c'est toutes ces questions-là. Et si on n'est pas capable de se les poser en disant « Ah bah oui, mais là, si on dit ça, blablabla », eh bien pour moi, on a beaucoup d'inquiétudes à se faire. Alors c'était la fin de cette deuxième vidéo concernant le monde agricole, un monde à part. Et on continuera les 16 critères que nous avons évoqués dans la première vidéo sur ce sujet. Et je vous dis donc à très bientôt. Pensez à liker cette vidéo, pensez à vous abonner. Et si vous êtes encore là, c'est qu'il y a un peu d'espoir que les choses évoluent. Maintenant, on aura besoin tous les uns des autres pour cette fois agir et rentrer dans l'action. À bientôt les amis.